Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission intitulée « L'autisme au travail, ouvrons la voie ». Je me présente, Simona Burgeot de Simone, pilote de la mission handicap nationale de la Sécurité sociale. Cette émission sera l'occasion pour vous de découvrir le parcours d'intégration dans le monde du travail des personnes atteintes du trouble du spectre de l'autisme, les TSA. Au cours de cette émission, nous regarderons 3 extraits issus du documentaire In à l'inclusion, qui sera notre fil rouge. Les extraits seront suivis de tables rondes en présence des personnes qui ont participé au documentaire, ainsi que des professionnels des UGCAM. Avant de commencer, voici quelques informations techniques. Nous sommes en direct via Teams et YouTube. Vous avez la possibilité d'activer, si vous le souhaitez, les sous-titres automatiques. Pour les personnes qui nous suivent sur Teams, vous pouvez poser vos questions dans la zone commentaires en indiquant votre adresse mail. Nous prendrons le temps de vous répondre après l'émission. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Hélène Hiver, directrice de la Direction du développement et de l'accompagnement RH d'art à l'UCANS, l'UCANS qui est la Fédération des organismes de sécurité sociale. Bonjour Hélène. Bonjour. Ainsi que Rebecca Akrich, chef de la délégation au développement durable au ministère de la Transition écologique. Bonjour Rebecca. Bonjour. Hélène, pourquoi l'UCANS, et plus généralement la sécurité sociale, a souhaité se saisir de ce sujet en présence du ministère de la Transition écologique? Alors, l'engagement de la sécurité sociale en faveur du handicap, c'est un engagement fort et qui n'est pas nouveau. Il a été particulièrement renforcé à compter de 2016, quand nous avons conclu notre première convention avec la GFIP. Et cette convention, elle nous demande aussi de sensibiliser nos publics, les salariés, à certaines familles de handicap particulières. C'est pour ça qu'on a choisi aujourd'hui d'intervenir sur un thème spécifique, qui est le thème de l'autisme en entreprise, avec le Club du développement durable, qui est aujourd'hui représenté par Madame Akrich. Alors, nous sommes membres de ce club depuis 2008. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur de différents sujets et notamment en octobre 2021, nous avions pu à la sécurité sociale présenter notre politique handicap. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller encore un petit peu plus loin dans ce partenariat et de pouvoir intervenir sur le thème plus particulier de l'intégration et de l'insertion des personnes autistes. En effet, c'est une problématique qui est importante en France. On estime qu'il y a 700 000 personnes qui sont concernées. 1 sur 7 a moins de 20 ans. Et aujourd'hui, en France, il y a un enfant sur 100 qui naît avec un trouble autistique. Donc c'est un problème de santé publique majeur. Et on le verra tout au long de cette matinée, parce qu'on a sélectionné des capsules vidéo qui sont particulièrement inspirantes et en tout cas émouvantes. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. On le verra, ce sont des personnes avec des besoins spécifiques et qui ont besoin aussi, qui ont des qualités particulières. Et on verra que les entreprises qui choisissent de s'engager dans une démarche d'inclusion, finalement, elles vont bénéficier d'une démarche vertueuse gagnant-gagnant, puisque c'est une démarche qui profite aussi bien aux salariés qui est intégrée qu'à l'entreprise, avec des équipes de travail, un environnement qui aussi en retire de nombreux avantages. Donc c'est un petit peu le sujet de l'objectif de l'émission d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir la voie VOIE, mais aussi d'ouvrir la voie VOIX au débat, puisque c'est quelque chose qui doit vraiment être porté dans nos institutions. Merci Hélène. Rebecca, pouvez-vous en quelques mots dire quelle est la mission du Club Développement Durable et pourquoi le club a souhaité être au rendez-vous lors de cette émission sur l'autisme au travail? Alors, ce club, en fait, c'est le Club Développement Durable des établissements et entreprises publiques. Il existe depuis 2006 et il est piloté par le Commissariat général au développement durable. Mais depuis fin 2021, on a vraiment souhaité enrichir la gouvernance et vraiment que les membres du club soient proactifs et travaillent vraiment en co-construction pour les missions de ce club. Ce club, en fait, il a pour vocation d'être un lieu de partage, d'échange. Il compte aujourd'hui 135 membres qui ont des tailles différentes, des activités différentes et qui, au travers de ce club, se rencontrent pour échanger sur le développement durable. Ils n'auraient pas vocation forcément à se rencontrer parce qu'ils sont dans des domaines très, très variés. Et c'est le développement durable qui les regroupe. Notre outil en fait, de travail sur le développement durable, c'est l'agenda 2030 qui compte aujourd'hui, c'est une résolution onusienne qui compte 17 objectifs.
On a coutume de dire que c'est notre boussole. J'arbore aujourd'hui la roue des ODD. Et c'est vrai que le club, ces derniers mois, a beaucoup travaillé sur la transition écologique, la sobriété énergétique, en lien avec les questions d'actualité. Mais la question de l'inclusion et la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, et notamment le thème d'aujourd'hui sur l'autisme au travail, fait partie des objectifs de développement durable. Je vais en citer quelques-uns. Voilà, l'objectif sur l'éducation, l'objectif 4, l'éducation pour tous tout au long de la vie. L'objectif 8 sur l'aspect économique et l'accès pour tous à un travail décent. L'objectif 10 sur la réduction des inégalités, ou encore l'objectif 11 sur la ville durable et les établissements humains qui permettent à tous de s'intégrer. Donc c'est vraiment un objet extrêmement intéressant que vous nous proposez aujourd'hui. Cette émission, elle est complètement dans l'esprit du club, et vraiment on vous remercie de l'organiser, d'accueillir pour le témoignage d'autres membres du club, et puis de l'avoir ouvert, puisqu'on a des spectateurs qui sont d'autres membres du club aujourd'hui. Donc vraiment merci pour cette initiative. C'est des petites graines que vous mettez en œuvre, qu'on espère voir essaimer et germer dans d'autres établissements par ces jolies expériences. Et voilà, pour finir, je reviens sur ce titre de l'émission que je trouve Ouvrons la voie, ouvrons les voies, parce que c'est complètement l'esprit de travail du Club Développement Durable. Et donc je vous remercie pour ce programme de matinée qui est très prometteur et très inspirant. Merci à vous, Rebecca. Et maintenant, nous allons visionner un extrait du documentaire In à l'inclusion. Et nous allons à Toulouse, chez BIS Repetitia. C'est une entreprise de matériel informatique. On va découvrir Mathieu Chabert, technicien informatique. J'aime les ordinateurs et les micro-ondes. Si je visite un nouveau lieu, je regarde tout de suite les ordinateurs et les micro-ondes. C'est plus important pour moi que de rencontrer des nouvelles personnes. J'aime l'audit des ordinateurs. J'aime réceptionner les lots. Je choisis le grade A, B, C et D. Si c'est D, le matériel va en destruction. Mathieu en soi n'est pas si différent des autres. À part peut-être dans des inversions pronominales, le je, le tu, et dans quelques émotions qu'il peut exprimer que les autres n'expriment pas. Quand il est stressé, il va un peu se refermer sur lui-même, s'asseoir, avoir une attitude, il va un peu se recroqueviller sur lui, les mains serrées. Et là, on voit qu'il a un stress, qu'il a quelque chose, il lui manque une info. Ce qui particuliarise Mathieu, c'est sa mémoire encyclopédique. Par exemple, il y a quelques mois, on avait besoin de produire du portable pour les commerciaux. Et on a en permanence environ 150, 200 palettes en attente d'audit. Et au lieu de chercher moi dans le RP un lot où il y avait beaucoup de portables, j'ai demandé à Mathieu, est-ce que tu connais un lot où il y a beaucoup de portables? Et là, il m'a sorti un numéro de lot, il m'a dit tel numéro de lot, 300 portables, 20 UC, 10 écrans. Et c'est quand même impressionnant parce qu'il y a 80 lots, 300 palettes. Pour se souvenir de tout comme ça, c'est impressionnant. C'est mémorisé. On a l'impression que c'est un disque dur permanent en fait. On a désigné aussi au sein de l'entreprise un tuteur, un référent, qui est vraiment la personne sur qui Mathieu s'appuie en permanence. Sébastien, son coach, est venu faire une sensibilisation ici auprès des équipes, nous a expliqué ce qu'était l'autisme, a permis à l'intégralité de l'équipe de comprendre aussi les fonctionnements de Mathieu, des fonctionnements qui sont parfois étonnants, comme par exemple sa fascination pour les micro-ondes, c'est-à-dire qu'il peut rester 10 minutes, un quart d'heure devant un micro-ondes. Je l'accompagne depuis 3 ans en fait, c'était un des premiers bénéficiaires à rentrer sur le dispositif emploi accompagné sur la Haute-Garonne, dispositif qui se nomme Entreprise Inclusive 31. C'est un dispositif qui permet à des jeunes d'accéder au milieu ordinaire de travail en bénéficiant d'un accompagnement un peu plus intensif au regard de leur handicap et de leurs besoins. Avec lui, ce qu'il est nécessaire de construire, ce sont des process de travail, c'est-à-dire décortiquer les tâches de travail, de manière à donner un cadre, à donner un rythme, à mettre des étapes finalement dans une tâche complexe. Ce qui est important aussi, c'est le fait d'encadrer les temps informels
avec des supports visuels, je m'adapte bien. Mathieu se réfère beaucoup à tout ce qui est écrit, parce qu'on a une communication qui n'est pas classique en fait avec lui. Donc nous avons fait évoluer nos procédures, intégrer des visuels. Mais en tout cas, de transmettre ces outils à l'entreprise de manière à ce qu'ils s'en saisissent et qu'ils deviennent eux-mêmes autonomes dans l'accompagnement de Mathieu. C'est vrai que tout ce qu'on a pu mettre en place, effectivement, bénéficie à l'intégralité des salariés. Le handicap, finalement, oblige à un pas de côté, à revoir vraiment nos pratiques managériales. Nous oblige parfois, souvent d'ailleurs, à une autre vision, à repenser les choses, à les re-questionner. C'est en ça que c'est un vrai laboratoire d'innovation sociale. Mathieu bénéficie de l'emploi accompagné. Tous les autistes doivent, d'une façon ou d'une autre, être accompagnés soit par l'entreprise, soit par des personnes qui vont s'occuper d'eux, car ils ont des difficultés naturelles, mais qui ne sont pas insurmontables avec le bon accompagnement. Le dispositif d'emploi accompagné a été fait pour les autistes de niveau moyen supérieur, qui ont déjà un bon niveau d'autonomie, mais qui par contre doivent être accompagnés. Ce dispositif, qui ne coûte rien aux entreprises, pouvoirs publics, est un dispositif qui permet à la personne autiste d'être bien accompagnée et d'être plus performante dans son travail. On a suivi le parcours de Mathieu. Et dans cette capsule, on découvre le premier visage d'une personne atteinte des troubles du spectre de l'autisme. On découvre aussi comment l'entreprise s'est appuyée sur l'accompagnement d'un spécialiste nommé Job Coach, dans le cadre d'un dispositif d'intégration. Les premières questions qui nous viennent à l'esprit sont: quelle est la finalité du documentaire? Comment il a été mis en place? Et qu'est-ce que le trouble de l'autisme? Pour répondre à ces questions, je souhaite la bienvenue à Tatiana M., productrice du documentaire et déléguée générale adjointe de l'Association régionale d'émissions locales, ARML Île-de-France, accompagnée de Joseph Chovanec, écrivain, philosophe et conférencier qui a contribué au documentaire. Bonjour. Tatiana, est-ce que vous pouvez répondre aux deux premières questions? Très bien, alors merci beaucoup et je vois que par votre question, vous avez bien compris quelque chose, c'est que mon métier n'est certainement pas de produire des documentaires sur des thèmes divers et variés. Non, ce que vous avez vu, ce support, c'est vraiment parti d'un constat et c'est un battement de cœur. Avant tout, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est un battement de cœur mais qui répond à un objectif, qui répond à un message que je souhaitais délivrer pour la société en général et en particulier pour les employeurs, publics, privés. Alors permettez-moi de revenir un tout petit peu en arrière. J'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des personnes autistes. Je n'ai pas fait cette demande, elles sont arrivées et je me suis aperçue à quel point ces personnes étaient empreintes d'une humanité remarquable. Elles ont des qualités qu'on ne retrouve pas nécessairement chez tout à chacun, des qualités de fidélité, des qualités de minutie, des qualités parfois de mémoire extraordinaire et parfois aussi des compétences hors du commun. Et parallèlement, j'ai fait le constat que ces personnes étaient à la maison, que ces personnes avaient des difficultés à rentrer dans le marché du travail. Autrement dit que les entreprises n'étaient pas nécessairement outils compatibles. Alors pourquoi ce constat? Pourquoi des personnes qui sont remarquables, qui ont des compétences et des qualités humaines extraordinaires ne peuvent pas être intégrées dans les collectifs de productivité? Pourquoi? Quelle injustice! Et moi, ça m'a marqué et je me suis dit, il faut que les choses changent. Une vision sans action n'est qu'hallucination, c'est ce qu'on dit. Alors, je me suis dit, plutôt que d'être finalement révoltée seule, il faut agir. Et donc, ce documentaire est une volonté d'agir sur un sujet pour lequel j'estime que les personnes autistes ont une place, et cette place est dans la société et dans les organisations qui produisent. Voilà. Cela étant dit, il faut pouvoir ensuite trouver les entreprises qui vont accepter de témoigner du fait que, c'est possible, et aussi du fait que il y a
des effets collatéraux qui sont bénéfiques pour tous les collectifs. Voilà, dans leur ensemble. Et donc, c'est ce qui m'a amené ce souhait de pouvoir faire ce documentaire pour non seulement montrer que la place des personnes autistes est bien dans la société civile avec nous et dans les organisations productives, mais aussi montrer que c'est possible, qu'on peut le faire et que lorsque l'on fait ce pas-là, on s'aperçoit que c'est au bénéfice de tout le monde. Voilà. Les exemples sont multiples, mais on en reviendra peut-être plus tard. Après, c'est une aventure humaine. Faire un documentaire, ça ne se fait pas seul. Et j'ai eu la chance de rencontrer Tariq Ben Salah, qui est le réalisateur de ce documentaire Hymne à l'inclusion. Nous avons également un parrain qui est Jean-François Dufresne et un producteur associé, Christophe Morin. Voilà. Après, le temps est compté, mais permettez-moi une anecdote. Une anecdote, c'est-à-dire qu'il fallait trouver ces personnes autistes et il fallait trouver ces entreprises qui acceptent de témoigner. Les conditions, parfois, sont assez étonnantes, atypiques. Et vous découvrirez que une de ces personnes autistes a émis comme condition sine qua non pour participer au documentaire que toute l'équipe de tournage joue au laser game à la fin du tournage. Voilà. Donc, sa job coach qui m'avait pourtant dit jamais je ne franchirai ce pas professionnel et jouer avec Pierre au laser game, elle l'a fait, voilà, et c'est ainsi que le documentaire aussi a pu être sorti. C'est très sympa, merci d'avoir partagé cette petite histoire avec nous. Merci Tatiana. Et du coup, je donne la parole à Joseph. Joseph, vous êtes aujourd'hui notre expert sur l'autisme. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est le trouble de l'autisme ? Merci beaucoup, très heureux de partager ce temps avec vous. L'autisme, vous l'avez dit, est une particularité qui concerne beaucoup de monde. On pourrait, pour taquiner les gens, dire qu'en France, il y a peut-être 2 fois plus d'autistes que de Toulousains, voyez. Mais en tout cas, comment est-ce que ces personnes feront partie de la société ? L'autisme est un peu dans la palette de la biodiversité humaine. Alors, bien sûr, l'autisme n'est pas la seule cause de biodiversité humaine, mais elle en fait partie. Et quelle, je dirais, pluralité on pourra accepter dans notre société ? Donc, les personnes autistes peuvent être différentes, elles peuvent nous surprendre, elles peuvent nous même choquer parfois. Voyez, les personnes autistes ne sont pas forcément celles que l'on croit. Les personnes autistes, ce ne sont pas uniquement des enfants, par exemple, alors que si je vous dis autisme, vous pensez sans doute à un enfant, mais les enfants deviennent adultes, presque par définition. Et parfois aussi, il y a la problématique ou la question de l'âge, du vieillissement des personnes, qu'on ne prend pas du tout en compte. Donc, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, les deux vont de pair. Nous devons accepter cette pluralité humaine. Une entreprise qui n'accepte pas la pluralité humaine, c'est une entreprise stupide, y compris sur le plan économique, parce que exclure, c'est une bêtise sur le plan économique, en plus d'être évidemment un problème éthique majeur, on est d'accord. Dans le cadre justement de ce que les personnes différentes, ce que les personnes autistes peuvent apporter, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de tâches qui correspondent parfaitement aux envies, aux attentes, aux rêves de beaucoup de personnes autistes. Alors évidemment, ce peuvent être certaines tâches en lien avec le fameux centre d'intérêt spécifique que les gens autistes ont. Voyez. Donc si vous réussissez à avoir une activité plus ou moins liée à ce centre spécifique d'intérêt des personnes autistes, vous avez presque gagné. Mais quand on y réfléchit un petit peu, on peut trouver des activités qui s'apparentent sans être exactement identiques à ce centre d'intérêt. Voyez. Par exemple, si vous êtes passionné à tout hasard du violon, eh bien peut-être qu'une activité en lien avec l'archivage de partitions musicales peut aussi rentrer dans le profil et la page
motivation. Donc, ça, je dirais ça, premièrement, il faudra en entreprise repenser les structures de motivation. Il faudra non pas espérer obtenir la productivité en faisant miroiter une prime de Noël, parce que ça, souvent, ça ne marche pas avec les autistes, mais plutôt proposer une activité en phase avec ce que la personne, je dirais, a comme centre d'intérêt. Vous voyez, ça, c'est la première étape, repenser la structure de motivation dans le lieu de travail. Deuxièmement, repenser l'environnement de travail, c'est-à-dire les personnes autistes ont souvent des particularités sensorielles. En tenir compte n'est pas une sorte de coquetterie superflue, mais nécessaire pour que la personne puisse rester parmi vous. Voyez, donc ça ne coûte pas des millions, ce sont parfois des petites choses, mais des petites choses essentielles. Troisièmement, aussi réfléchir à la définition exacte des missions de la fiche de poste de la personne. Traditionnellement, on a toujours réfléchi en sens inverse, à savoir, on a une fiche de poste et on cherche une personne qui cadrerait plus ou moins. Mais maintenant, on a une sorte de révolution managériale qu'on désigne parfois par le nom anglophone de job crafting, à savoir que la personne est recrutée et ensuite seulement on élabore sa fiche de poste en fonction de qui elle est, à quoi ressemblent les besoins de l'entreprise, et donc il y a une sorte de personnalisation du poste. Et dans le cadre, on va dire, des spécificités des personnes humaines, c'est très important, parce qu'il n'y aura tout simplement à peu près aucune fiche de poste qui correspondra préalablement, je dirais, au profil, par exemple, des personnes autistes. Voyez. Autre peut-être élément qu'on peut mentionner ou avoir à l'esprit, c'est de repenser les dynamiques en termes d'interaction au sein des équipes. Les gens autistes ne brilleront pas forcément pour avoir 5000 copains dans l'usine ou dans l'entreprise. Voyez. Et les personnes autistes privilégieront souvent d'avoir un contact. Un contact par qui tout pourra passer, y compris les problèmes de chaudière en hiver ou en été. Donc, il faut qu'il y ait, on va dire, une personne privilégiée qui a ces compétences d'inclusion. Ça me semble essentiel. Et puis peut-être aussi, puisqu'on parle d'inclusion des personnes autistes, il y a un point tout à fait, je dirais, révolutionnaire, c'est que souvent dans l'emploi, on a tendance à ne considérer la personne que lorsqu'elle est présente physiquement au lieu de travail. Par exemple, je dis n'importe quoi, de 8 heures jusqu'à telle heure. Au-delà de ces heures, elle n'existe pas. Mais lorsqu'on veut travailler dans l'inclusion des personnes autistes, mais ça vaut aussi pour d'autres particularités, il faudra considérer la personne dans sa globalité, en plus des horaires de travail. On devra savoir quel est le logement de la personne. On devra savoir quel est, par exemple, son type de transport pour arriver sur le lieu de travail. On devra s'intéresser un petit peu à ses loisirs. On n'a pas vocation à être enquêteur de police, on est d'accord. Mais ces choses-là, à titre à la fois professionnel et amical, je pense qu'on doit les prendre en compte. Parce que vous pouvez être une personne extraordinairement compétente en thermophysique nucléaire, tout ça, mais ne pas, par exemple, savoir gérer votre frigo, ou ne pas savoir trouver un logement. Si un employeur ignore superbement toutes ces questions, je crois que l'inclusion ne sera pas réussie. Ça durera quelques jours tout au plus. Donc nous devons peut-être faire sauter une sorte de tabou managérial, à savoir de regarder la personne au-delà de ses heures de présence brute. Alors, tout ça, vous me direz que c'est bien beau, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore pour une raison très simple, c'est que nous devons, pour permettre tout cela, repenser le processus de recrutement. Voyez. Ça, je pense que c'est absolument essentiel parce qu'une personne autiste, de par son profil, même après des milliers d'heures de coaching, tout simplement, eh bien, ne passera pas, sauf miracle absolu, le goulot d'étranglement de l'entretien d'embauche, etc. Parce que qu'on le veuille ou non, même quand on est un recruteur très bienveillant, en entretien d'embauche, on remarquera d'abord la cravate de la personne, sa façon d'être assis sur la chaise.
on remarquera ce genre de choses et c'est sur finalement des bêtises insondables que la décision sera prise ou pas. Voyez. Donc, repenser le processus de recrutement, peut-être en insistant davantage sur une sorte d'épreuve pratique. Je crois que c'est nécessaire. Et repenser le processus de recrutement, cela passe aussi par une démarche proactive. Beaucoup de recruteurs croient qu'il suffit d'attendre que les CV tombent chez eux et puis ensuite on va faire le tri. Voilà. Dans le cas de l'autisme, les gens autistes sont très nombreux, mais ne tomberont pas forcément du ciel. Vous pouvez googler « cherche autiste génial », vous ne trouverez pas de réponse correcte. Voyez. Il faudra que, par exemple, quelqu'un de votre entreprise ou structure aille voir ce qui se passe dans le monde de l'autisme, ce monde associatif qui est très fort, qui existe, mais malheureusement qui vit presque dans une bulle à part par rapport au monde professionnel. Il faudra donc que quelqu'un aille, par exemple, de façon proactive à la rencontre de ces personnes. Et parfois on a un choc parce qu'on découvre tout un monde parallèle qu'on ignorait. Donc, construire ces ponts, créer ces liens, c'est tout à fait jouable, mais ça demandera un effort. On peut se dire qu'on est un peu comme dans une mine, Il faut creuser, creuser, creuser avant de tomber sur la pépite, La pépite n'arrivera pas toute seule, Voyez. Donc, ça demande peut-être un certain nombre de chamboulements par rapport à des procédures usuelles, dans l'entreprise. Alors, certaines entreprises ont compris le truc, et souvent, ça leur donne un avantage compétitif majeur. L'un des meilleurs investissements, en tout cas les plus rentables, c'est d'investir dans le futur des autistes. Voyez. Et on se dit un peu de façon cynique, mais je suis convaincu qu'une entreprise qui a son intérêt bien en tête, y compris sur le plan financier, saura que l'investissement d'avenir par excellence, c'est celui sur la diversité humaine, la biodiversité humaine. On pourrait le formuler en ces termes. Et parfois, on a un moment d'appréhension, mais une fois qu'on a osé franchir ce premier petit cap, eh bien, les entreprises nous téléphonent ensuite. Vous en avez d'autres, oui, mais voyez, c'est ensuite on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, C'est peut-être cette philosophie de vie qu'on peut avoir, que, comme le disait Oscar Wilde, ce sont les folies qui sont les seules choses qu'on ne regrette jamais, Voilà. Donc en matière de management, c'est à tenter. Après tout, qu'est-ce qu'on risque? Merci Joseph, c'est très éclairant votre intervention. Merci Tatiana. Et maintenant, donc, avec cet éclairage, on arrive à découvrir le deuxième extrait. Donc, c'est le visage de Pierre Boulot, gestionnaire web au Centre des études nucléaires du CA de Grenoble. CEA, je suis dans le service de communication et je m'occupe de l'intranet et de mettre sur l'intranet les événements et les actualités du moment. Ce qui est difficile dans ce travail, c'est de savoir ce dont j'ai besoin et d'aller demander de l'aide quand j'ai besoin d'aide. Demander de l'aide, ça peut peut-être paraître naturel pour les autres, mais pour moi, il faut vraiment que je fasse un effort pour que je me dise qu'il faut que j'aille demander de l'aide et que c'est pas grave si je le fais. Alors, ce qui m'a marqué chez lui, c'est surtout dans son comportement. Pierre est très franc. Il dit ce qu'il pense tout le temps. Il ne se censure pas. Et j'avoue que c'est parfois un peu glaçant, un peu déstabilisant. Donc, la première des choses à faire, je dirais, c'est de toute façon ce que font toutes les missions handicap et toutes les stratégies RSE, c'est casser les préjugés. Il faut les casser avant. Parce que sinon, il y a des réactions épidermiques, comment on va s'en sortir, ainsi de suite, oulala, c'est bon, ça va mal se passer. C'était important d'impliquer plus facilement les équipes par le biais d'une sensibilisation qui a regroupé le manager, les collègues, plus les voisins de bureau. Parce que finalement, nous sommes sur un plateau où il y a
des équipes différentes et il fallait que Pierre puisse le vivre d'une manière confortable et que tout le monde sache se comporter avec lui. Et quand je leur ai dit qu'on avait mis un autiste à la com, alors là tout le monde c'est « ouais, Bruno, tu te moques de nous, un autiste à la communication ». Pour l'ensemble du monde entier, l'autiste, il a une barrière sociale. Pierre a besoin de beaucoup de clarté dans les informations. C'est quelqu'un qui a le sens du détail. C'est lui qui va repérer ce que personne n'a vu. La première chose qu'on a fait, c'est une expérimentation pour regarder comment, par un CDD de 6 mois, de 9 mois, de 18 mois, on arrête si ça ne marche pas ou on continue jusqu'au bout, on peut regarder tous les ingrédients qui nous permettront de s'engager dans l'emploi durable. Et en fait, on s'est aperçu que traiter l'autisme, c'est le traiter d'une manière inclusive totale. Donc il faut prendre tout dans sa globalité. Tout est important. L'assistante sociale, le médecin du travail, tous les acteurs qui sont autour dans l'entreprise, la mission handicap, le manager, tous les acteurs doivent se parler. Le choix de l'expérimentation passe par une notion qui est assez nouvelle, qui est la notion de job coaching. On a fait le choix et on a eu la liberté de se dire, selon le candidat, il va avoir des besoins qui lui sont très spécifiques, comme l'autisme en général. Pour Pierre, le choix d'un coach, d'un job coach, de savoir ce qu'est une entreprise, ce qu'est la vie en entreprise, des règles sociales, que le job coach va traduire entre le manager et Pierre. Au départ, on était tous un peu surpris et maintenant on est habitués. Finalement, cette franchise, elle est fantastique parce qu'on sait toujours où on va avec lui et on sait dans quel état d'esprit il est. Il n'y a pas de faux semblant. Je trouve que ça simplifie et ça clarifie les rapports des personnes les uns avec les autres. À l'heure d'aujourd'hui, on peut prouver à travers des expériences comme VETA, comme Andros, que non seulement on a une satisfaction de la part des salariés qui se sont retrouvés exclus de l'emploi et qui redécouvrent avec joie et enthousiasme le monde de l'entreprise, mais que les managers, les équipes sont beaucoup plus sereines, sont beaucoup plus heureuses et j'ose dire le mot, je ne le prends pas comme un gros mot, au contraire, les gens sont heureux de travailler avec des salariés autistes parce qu'ils redécouvrent une humanité et un humanisme qui est la clé de voûte de la responsabilité sociétale de l'entreprise. La caractéristique de Pierre, c'est qu'il ne laissera jamais passer une faute d'orthographe. Il est totalement impitoyable avec l'écrit, c'est-à-dire qu'il ne laissera jamais passer une faute d'orthographe. C'est un garçon qui est accompagné par un job coach, et ce job coach lui est indispensable pour pouvoir continuer à remplir son rôle. Bravo à Pierre, bravo au CEA. Ils ont compris au CEA qu'un talent exceptionnel comme celui de Pierre était un avantage compétitif pour leur entreprise. On a suivi le parcours de Pierre au service communication du CEA. Dans cette capsule, on voit à quel point il est fondamental de sensibiliser de manière globale tous les acteurs internes. J'accueille à distance Bruno Renard, responsable RSE du Centre des études nucléaires. Bonjour Bruno. Bonjour. Ainsi qu'en présence Marjorie Leraire du groupe GECAM Hauts-de-France et Mathieu Bien, actuellement réceptionniste au casino Barrière de Lille, qui a bénéficié de l'accompagnement de Marjorie. Pour les spectateurs externes, un petit mot sur les UGCAM. Les UGCAM, c'est un groupe qui fait partie de notre institution, du réseau de la sécurité sociale. Il est rattaché à la branche maladie. Au sein donc d'établissements médico-sociaux, la mission du groupe GECAM est de soigner, rééduquer, réinsérer et accompagner toute personne en perte d'autonomie ou en situation de handicap, quel que soit son âge. Marjorie est job coach dans le cadre du dispositif Emploi Action Autisme, DE2A, et elle est accompagnée, donc on l'a dit, de Mathieu Bien, qui a bénéficié de l'accompagnement de Marjorie. Et on commence par Bruno. Bruno, vous représentez aussi le club développement durable, car le CA est un des membres de ce club. Vous êtes donc plus qu'engagé en matière de responsabilité sociétale dans l'entreprise. On indique dans le documentaire que la clé de voûte de la RSE, c'est l'humanité qui se découvre dans l'intégration d'une personne TSA. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu cette expérience d'intégration dans votre entreprise ?
Alors, eh bien, je précise d'abord, on n'est plus nucléaire à Grenoble, on est recherche technologique. Et ça veut dire quelque chose puisque, par exemple, en ce moment, on essaye de faire marcher un tétraplégique avec un exosquelette. Donc, vous voyez, la situation des personnes en situation de handicap nous intéresse énormément. Ce que j'aimerais faire passer comme message aux entreprises, que je fédère un petit peu justement pour cette intégration des autistes dans l'emploi durable, je précise, c'est qu'en fait, il y a toujours un départ, comme l'a expliqué Tatiana tout à l'heure. Donc nous, le point de départ, c'est un coup de gueule, parce que quand on a commencé à se préoccuper du handicap invisible, il y a 3 ans, c'est à Grenoble, après avoir fait tout ce qu'on a pu sur les autres types de handicap, on a essayé d'intégrer donc un stage, une personne autiste. Et ça s'est très mal passé. Donc, je n'ai pas compris pourquoi, alors que toutes les sources de l'entreprise avaient été activées, la médecine du travail, l'assistante sociale. Et en fait, on s'est aperçu qu'il manquait des gens autour de la table, la famille. L'entreprise n'est pas du tout adaptée à travailler avec la famille de son salarié et les fameux job coachs qui ont vu naissance dans cette expérimentation. Donc, j'ai tapé du poing sur la table et j'ai dit, écoutez, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi on n'arrive pas à intégrer des personnes de type handicap invisible, en l'occurrence autistes. Et donc, on en a recruté 3 en CDD et on a pris des job coachs pour chacun supervisés. Et donc, Pierre fait partie de cette expérimentation qui a duré donc 18 mois. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'engager dans la politique de responsabilité sociétale. Ça, c'est très, très fort. D'ailleurs, j'aimerais que le club du développement durable des entreprises et des opérateurs publics s'appelle le club de responsabilité sociétale un jour ou l'autre. Ça serait plus clair. Donc, cette expérimentation a été vraiment, vraiment très, très saine, forte, avec effectivement des moments humains. Bon, vous avez dû voir dans le reportage, alors c'est pas si on l'a vu, mais dans l'hymne en question, prendre un autiste à la communication, waouh, il fallait oser, parce qu'effectivement, il y a plein de choses qui sont dites sur ces personnes-là, alors que, bah voilà, elles sont atypiques, il y a un spectre assez large, mais chacune a une expérience, on verra sur le plateau, le laser game, ainsi de suite. Donc, voilà, notre expérience a été très, très productive. Elle a été très enrichissante sur le fait de mon métier aujourd'hui, c'est vraiment accompagner au changement de comportement, casser les préjugés. Mais c'est énorme, vous ne pouvez pas savoir. Quand à un moment donné, on apporte une personne et on dit tiens, elle est autiste, oulala, les gens qui étaient à côté, mais comment on va réagir? Enfin, ils ont l'impression d'avoir un fou furieux à côté d'eux qui va leur sauter dessus. Donc, il y a un gros, gros travail, on va dire, de fertilisation. Tout à l'heure, je crois que Joseph l'a dit, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas trop te dire, bon, je suis une personne autiste que ça va marcher. Il faut accompagner cette intégration, il faut prévenir les gens que ce sont des personnes atypiques. Vous savez, moi, j'en ai pris aussi après, qui travaillent à mes côtés. Elles m'ont dit, par exemple, je ne suis pas une personne en situation de handicap, alors qu'ils ont une RQTH quelque part. Non, je suis une personne atypique comme une autre et le spectre est assez large. Donc voilà, donc cette expérimentation nous a démontré, puis en plus, vous savez, quand on travaille au CEA à Grenoble et que notre mission, l'ADN, c'est des techniciens et des chercheurs qui travaillent sur l'innovation technologique, la diversité est obligatoire chez nous, obligatoire. Et donc, plus dans un laboratoire, on aura des personnes diverses, dont des personnes du spectre autistique, plus on sera en capacité de déposer des brevets. Joseph n'aura pas le temps de vous le dire, mais on pourrait le mettre dans le chat. L'expérience de Michelin est assez relative sur cette capacité d'innovation de personnes dans une diversité absolue. Ça, on travaille sur tous les sujets, à la place de la femme, des autistes, le sexe, la religion. Et ben, ce handicap invisible fait fort. Et d'ailleurs, je passe un message. Donc, on a beaucoup travaillé. Moi, c'est une expérimentation, donc je l'ai arrêtée. Donc, elle a duré 18 mois. Et donc, on a fait une vidéo pour le ministère des personnes en situation de handicap qui est diffusable sur YouTube. Elle fait 8 minutes. Donc, on peut aller la voir pour tirer les enseignements. Hein. Il y a du positif, il y a aussi du négatif. Mais la prise en compte de l'autisme nous fait voir aussi, nous révèle maintenant au niveau du handicap invisible qu'il y a les multidys. Et souvent, certains autistes sont dyslexiques ou dysphasiques. Et donc, le handicap invisible arrive très, très fort. C'est vraiment une préoccupation de société qu'on doit avoir. Et si on veut fermer la boucle, eh ben, il y a un élément essentiel. Donc, le job coach, on aura le témoignage donc, très intéressant de la personne sur le plateau, parce que sans le job coach, on n'y serait jamais arrivé. C'est vraiment un pivot fondamental dans l'intégration entre la famille et l'entreprise. C'est vraiment très, très fort.
Mais un jour, peut-être vous ferai une émission sur les aidants. Parce que les aidants, vous voyez, les dyslexiques, c'est 1% de la population. Non, les autistes, c'est 1% de la population. Les multidys, c'est 20% de la population. Et les aidants, ils sont là, dans l'entreprise, dans la maison, et ils s'occupent de ces personnes. Et c'est assez fondamental. On a parlé de compétences, de talents. Ils ont des compétences et des talents. Et donc, en lien avec les job coachs, ça me permettra de passer la parole à la personne sur le plateau, c'est une évidence absolue. Il faut activer toutes les ressources. Il faut donc fertiliser par du changement de comportement et de la sensibilisation et de l'explication ce qu'est ces signes du spectre autistique, donc aux salariés qui vont les accueillir. Mais après, il faut mettre la famille, les instances sociales, la médecine du travail, les job coachs. Enfin, la liste est longue et vous pourrez la définir. Merci Bruno pour votre intervention. Merci pour nous avoir détaillé plus précisément l'engagement de l'entreprise dans ce parcours, effectivement, et avec un soutien important qui est celui du job coach. Donc Marjorie, vous êtes job coach dans le cadre de ce dispositif DE2A. Vous êtes au cœur de l'intégration, effectivement. D'ailleurs, Mathieu, ici présent, qui a bénéficié du dispositif Passe-Passe, il est désormais accompagné dans l'emploi de manière individuelle dans le cadre du dispositif DE2A. Cet accompagnement va perdurer jusqu'à que Mathieu en aura besoin. Exactement. Voilà. Et pouvez-vous nous dire un mot sur le dispositif et nous indiquer aussi le rôle que vous jouez dans l'intégration en entreprise? Bien sûr. Donc, le dispositif Emploi Action Autisme est dans les grandes lignes très ressemblant au dispositif Emploi Accompagné, qui est étendu sur le plan national. Là, par contre, spécifiquement, nous accompagnons que les personnes en situation d'autisme. C'est la différence. Au niveau de mon travail de job coach, principalement, c'est faire l'interface avec l'entreprise. C'est être facilitatrice, autant pour Mathieu que pour l'entreprise. Donc pouvoir répondre aux besoins de Mathieu, aux besoins de l'entreprise, établir un peu la communication très transparente pour que tout se passe bien, que tout soit entendu, compris de part et d'autre, de la bonne manière pour que chacun puisse travailler efficacement. C'est surtout le rôle principal. On a aussi d'autres missions qui viennent un petit peu, comme ça a pu être dit par Bruno. Effectivement, il y a la famille qui est importante. On fait le lien avec la famille, on est en contact avec eux. Et c'est toute la différence, c'est que la famille ne va pas aller vers l'entreprise. Par contre, nous, on peut faire un peu l'intermédiaire et pouvoir mettre en place effectivement aussi des choses comme… La famille a énormément d'informations. Ça nous permet aussi d'en prendre connaissance et d'accompagner au mieux, de prendre tout l'environnement pour pouvoir accompagner au mieux. Concrètement, une entreprise souhaite bénéficier de ce dispositif d'accompagnement. Comment ça se passe? En fait, elle vient vous chercher, elle vient vers vous, c'est vous que vous contactez l'entreprise. Quel est le premier lien en fait? Alors le premier lien, souvent pas tout le temps, c'est le premier lien est fait par le dispositif Passe-Passe, puisqu'il y a une alternance sur Passe-Passe, où il y a déjà une première période en entreprise. Si l'accompagnement, là c'est le cas pour Mathieu, l'accompagnement du DE2A fait suite à cette période d'alternance en entreprise, le lien est déjà établi avec l'entreprise, mais c'est souvent le souhait aussi de l'entreprise d'être encore accompagné, puisque l'accompagnement est aussi pour l'entreprise dans la suite de parcours. Et là, c'est le cas dans la situation de Mathieu. C'était une demande aussi de l'entreprise, à savoir s'il y aurait toujours un accompagnement pour Mathieu, pour assurer vraiment une continuité dans le contrat de travail. Donc c'est sécurisant autant pour l'employeur, autant pour le bénéficiaire. Et donc du coup, je passe la parole à Mathieu. Mathieu, nous avons vous avoir ici aujourd'hui sur ce plateau et je vous remercie d'être venu en tant que bénéficiaire de cet accompagnement, effectivement. Et pouvez-vous nous dire davantage qu'est-ce qui a changé pour vous dans cet accompagnement par rapport à ce que vous avez vécu peut-être avant cette intégration? Alors, je vais dire un grand merci à Marjorie et au dispositif. Je dirais que grâce au dispositif, j'ai pris confiance en moi. Je me suis rendu compte que sans son aide, je n'aurais pas pu rester en emploi. Et les échanges entre mon employeur et le dispositif font que j'avance, je connais mes limites et je sais comment m'améliorer. Et j'apprécie vraiment ce suivi. Ma famille me suit et je me sens vraiment mieux.
Donc c'est un lien de confiance qui se crée entre vous et le job coach. C'est ça en fait la clé aussi, c'est ce lien de confiance. Ce lien de confiance et également avec l'entreprise. Là, Mathieu, c'est aussi ce qu'il faut mettre en avant, c'est que ce n'est pas forcément l'entreprise en soi, c'est surtout la personne dans l'entreprise qui va permettre aussi d'établir cette relation de confiance. Parce que ce n'est pas évident d'accueillir un job coach en se disant, voilà, j'accepte la présence de quelqu'un extérieur qui va venir un petit peu voir ce qui se passe. Et là, finalement, l'opportunité aussi, c'est Simon, le responsable de Mathieu, qui a été très réceptif par rapport déjà à l'accueil de Mathieu et avec qui on échange énormément, mais vraiment sur une relation de confiance où il revient très facilement vers moi quand il y a des points à revoir. Moi, je vais très facilement vers lui également. Mathieu, il a aussi cette facilité à pouvoir aller le voir à n'importe quel moment pour pouvoir poser effectivement des difficultés ou au contraire, pouvoir mettre en avant justement des facilités parce qu'il n'y a pas que des difficultés, bien au contraire. Il y a des bénéfices qui sont bien présents et c'est vraiment tout cet échange qui permet le maintien et le fait que Mathieu soit bien aussi sur son poste. Je retiens aussi... Est-ce que je peux me permettre une petite... Oui, Bruno. Je peux me permettre une petite réaction. Désolé, je ne suis pas sur le plateau, il n'y a pas de train aujourd'hui, comme vous l'avez vu. Donc, je voudrais rebondir parce qu'on est toujours en question perpétuelle. Quand on s'est préoccupé du handicap dit visible, en fait, c'est assez simple, à quelque part, d'aménager un poste de travail d'une personne en situation de mobilité réduite ou de malentendant ou de malvoyant. Quand on est sur le handicap invisible, il y a ce gros travail de fertilisation, puisque le titre de votre séquence, c'est bien aller vers, quoi. On est dans une démarche, mais je voudrais parler de la durabilité. Parce que aller vers, et puis si ça s'arrête, malheureusement, c'est pas terrible, même si ça peut faire partie de l'immersion professionnelle ou... voilà. En France, aujourd'hui, on a 50% d'échecs dans les 3 premiers mois de recrutement. Donc, il est intéressant d'aller un peu plus loin. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le travail du job coach, il est fortement utile dans toute cette période entre la formation, les études et l'intégration dans l'entreprise. Et donc là, il y a un gros travail à faire, mais il y a aussi un travail tout au long de la vie et de l'intégration de la personne atypique dans nos entreprises. Parce qu'en fait, comme on l'a révélé, des talents et qu'on arrive à les mettre, en fait, un bon manager, c'est de révéler les talents et de mettre les personnes aux bons endroits. Et donc, quand on y arrive, après, on oublie parce que ça ronronne et ça marche bien. Et donc, il faut toujours avoir cette veillance, cette bienveillance ou cette même surveillance grâce au job coach entre le relais. Alors après, c'est plus des actions tous les jours, hein, c'est une fois par mois, une fois tous les 3 mois, mais bon, il y a un suivi. Parce qu'en fait, et M. Stovanec pourra nous le dire, mais une petite altération dans la vie de la personne, elle peut prendre une valeur considérable. Je vous donne juste un exemple, mais je crois que c'est Joseph qui l'avait donné dans une de ses conférences, mais vous avez une personne, elle est intégrée dans l'entreprise depuis une dizaine d'années, elle a son appartement, elle est intégrée, elle a quelques collègues de travail, tout va bien. Et puis un jour, ça part en live. Et c'est juste une petite différence dans l'horaire du bus qui prenait habituellement. Joseph, je crois que c'est vous qui aviez donné l'exemple. Et donc, c'est pour ça que le job coach, il va être utile tout au long de la vie. Et d'ailleurs, c'est des préoccupations. Hein. Comme l'a dit Joseph, on voit les autistes sont tout petits, mais non, ils grandissent. Et donc, ils arrivent et ils sont là. Il faut prendre vraiment la cohérence de tout ça, du diagnostic précoce vers 6 ans jusqu'à ensuite. Il y a aussi les seniors et qu'est-ce qu'on en fait après au niveau de la retraite. Donc voilà, je voulais juste apporter ce témoignage que l'AGFIP s'intéresse beaucoup à ça, parce que l'AGFIP participe au financement de l'aménagement des postes de travail. Et là, il va falloir se dire que c'est tout au long de la carrière de la personne qu'il va falloir trouver des financements pour payer des job coachs et pour accompagner cette intégration durable dans l'entreprise. Merci Bruno de votre intervention. Joseph, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur cette anecdote ou en général sur l'accompagnement en fait tout au long de la carrière. Cette anecdote ou tant d'autres parce qu'en fait on apprend à devenir inclusif
au fur et à mesure que l'on fréquente les gens, hein, je crois. Et il n'y a pas de diplôme d'université Bac plus 48 en inclusiologie supérieure. Hein. Quel dommage. Voilà. On apprend avec les gens, on apprend en faisant des gaffes, hein. On en fait tous, toutes, mais ça fait partie aussi de notre cheminement à nous. Et je pense que travailler dans l'inclusion peut être passionnant, non? Comment est-ce que vous vous sentez le soir venu? Très heureuse. Très heureuse. Parce que je dis toujours, j'ai un métier, j'ai la chance d'avoir un métier passionnant. Énergivore, mais passionnant. Mais il n'y a pas... C'est évident. C'est évident, voilà, le plaisir d'avoir la petite chance de pouvoir faire quelque chose. Voilà. Bon, merci pour vos interventions. On va continuer, si vous me le permettez, sur la dernière capsule, donc le dernier extrait. Nous allons à Rennes, où nous retrouvons Dorothée, qui est ingénieure analyste chez CGI, cabinet conseil du numérique. Chez les personnes neurotypiques, il y a toujours on va dire cette chose qui fait que c'est tellement facile pour eux de rentrer en communication les uns avec les autres. Moi, dès qu'il s'agit de prendre la parole, je vais toujours préparer mes questions. Je dis, mais si la personne me répond de telle manière, qu'est-ce que je vais répondre en conséquence? Compréhension des sous-entendus, des non-dits, Ensuite, quand c'est des blagues au second, troisième, quatrième, centième degré, c'est tout de suite difficile. Moi, je pense que c'est normal d'avoir un peu peur quand on ne connaît pas. Donc ça, c'est pas un souci d'être frileux, d'avoir des stéréotypes. On en a tous. Et donc déjà, première chose, faut pas avoir honte d'avoir des stéréotypes ou des méconnaissances, etc. On sait maintenant, grâce aux recherches scientifiques, que le cerveau des personnes autistes fonctionne de manière totalement différente. Quand Dorothée est arrivée, effectivement, on a mis en place une petite séance de sensibilisation. Ça consistait en un atelier de travail où elle s'est présentée et où on nous a fait toucher du doigt en fait les différentes spécificités qui sont les siennes, dont les sens qui sont exacerbés. C'est surtout l'ouïe, en fait, chez Dorothée, tout ce qui est bruit elle va directement le percevoir, alors que nous, on va mettre 5 minutes à s'en rendre compte. Un camion dehors qui va reculer, qui va faire bip, bip, bip. Au bout d'1 minute, elle va tout de suite dire on ferme les fenêtres, alors que nous, on va mettre il faut que ça recule pendant 10 minutes pour qu'on s'en rende compte. Plein de diversités multiples. Et tout le challenge, quand on travaille avec des humains, c'est d'arriver à les faire travailler ensemble, que chacun puisse apporter sa spécificité à un collectif qui soit suffisamment capable de communiquer pour produire de l'innovation, de la technologie, des projets et de la réussite collective. Quand Dorothée est arrivée, on s'est effectivement rendu compte qu'elle réfléchissait différemment. Elle se remémore les choses beaucoup plus rapidement que la plupart d'entre nous. On me met sur un projet sur lequel j'ai travaillé pendant 3 ans. Au bout, il se passe 1 an, 2 ans. Moi, la mémoire de tout le projet et de toutes les tâches que j'ai pu faire, en tout cas les tâches importantes, j'ai tout gardé en mémoire. Donc le jour où où le chef de qui me dit « Ah oui, mais attends, on a travaillé sur telle situation, mais tout le monde a oublié depuis longtemps. » Pas moi. Donc je dis « Non, on avait fait ça, on avait fait ça, on avait fait ça, on avait fait ça. » Merci Dorothée et sa mémoire d'éléphant. De par son attention aux détails, de sa rigueur, elle va être complémentaire avec le reste de l'équipe en fait. Il y a ceux qui vont voir les choses avec du recul très global sur la demande du client et puis elle va aller voir dans le détail sur chacune des sous-parties si on n'a pas oublié certaines choses. En fait, elle va nous permettre de gagner du temps du coup sur certaines choses qu'elle maîtrise très bien et du coup, qui dit gagner du temps, dit gagner en productivité pour l'équipe. Dorothée est une personne dont on ne peut pas voir qu'elle a des traits du syndrome autistique. Elle a néanmoins besoin d'être accompagnée. Dorothée est accompagnée par la mission handicap de l'entreprise. C'est indispensable, comme on le dit à chaque fois, tous les autistes ont besoin d'être accompagnés sous une forme ou sous une autre. Dorothée est accompagnée, la mission handicap est consciente et a conscience des difficultés de Dorothée, mais elle a aussi conscience de toutes ses compétences, et elle a des compétences formidables en informatique et elle joue un rôle très important dans l'entreprise.
Dans cette dernière capsule, le témoignage de Jean-François Dufresne, président de l'association Vivre et Travailler Autrement, nous explique que les personnes TSA ont besoin d'un accompagnement, car elles rencontrent des difficultés. Et en même temps, ce sont des personnes avec des compétences spécifiques qui viennent enrichir le collectif de travail. Comment donc passer à l'action? Nous accueillons pour cette dernière table ronde Germain Pinet, coordinateur dispositif PASPA et du dispositif Emploi Action Autisme de la l'UGCAM Hauts-de-France. Bonjour Germain. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de ce dispositif PASPA, comment il se met en place et surtout comment le mobiliser? Donc merci pour l'invitation. Le dispositif PASPA, donc passeport professionnel, passeport autisme, a bientôt fait ses 10 ans cette année. Nous avons accueilli il y a quelques semaines la 10e promotion. Ce dispositif donc, a vocation à accueillir des personnes TSA pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Donc, nous accueillons chaque année une promotion de 12 à 13 personnes, avec une moyenne d'âge autour de 23 à 24 ans, avec des profils en termes d'études qui vont de l'arrêt de la scolarité jusqu'à des diplômes d'ingénierie, etc. Et leur point commun à ces différents stagiaires, majorité de garçons, c'est d'avoir des grosses difficultés pour intégrer le monde du travail, quoi. Donc nous, ce qu'on propose pendant ces 10 mois, c'est déjà l'aspect le plus important, c'est de retrouver un petit peu, on parlait de Mathieu, évoquer la confiance en soi. La confiance en soi, mais pas seulement, aussi la confiance envers le groupe. Beaucoup de ces personnes ont des expériences du collectif un peu douloureuses. Donc il y a tout ce travail de remise en route. Le dispositif a évolué au fur et à mesure pour tendre vers, j'ai envie de dire, une aisance relationnelle entre eux, entre les stagiaires et aussi avec l'équipe qui accompagne les deux formateurs. Et on va, au-delà du programme de bilan un petit peu de compétences, tendre vers l'alternance inclusive, c'est-à-dire un temps dédié à l'insertion, à l'activité travail, en lien avec les projets de chacun. Pas facile de trouver forcément des entreprises, etc. Maintenant, avec le recul que l'on a depuis 10 ans, on sait que c'est possible. Mathieu en est un exemple et j'en ai plein d'autres. Tous les domaines de l'activité professionnelle sont présents. La rhétorique de l'informatique, autiste, etc. Oui, on a chaque année des personnes TSA qui vont vers les métiers du développement, etc. Mais ce n'est pas la majorité. Je vous le redis, on peut aller du cuisinier, du dessinateur industriel, bref, tous les secteurs d'activité sont représentés. Donc le défi, c'est de trouver ces entreprises partenaires. On y parvient parce qu'on va solliciter le réseau, on va solliciter le stagiaire lui-même et ses ressources. Bref, parce que ça, ce sont des questions qui nous sont posées à chaque fois. Mais comment faites-vous pour rentrer dans l'entreprise? Donc le côté aussi donnant-donnant, entre guillemets. Voilà. Faut pas, je vais peut-être être un petit peu cru, mais les entreprises ne sont pas philanthropes. Les entreprises, ce qu'elles regardent en premier, c'est des capacités à pouvoir, entre guillemets, produire. Mais ce qu'elles vont éventuellement venir chercher, ça on le voit de plus en plus, c'est cette diversité, ça a été bien dit par différents intervenants, un regard différent, une manière de voir les choses et de se dire, rentrer par la petite porte, c'est souvent comme ça que ça se passe, de se dire finalement c'est la personne qu'il nous faut, quoi. Ou elle va d'elle-même créer son poste. Donc ça arrive à de nombreuses reprises. Je ne dis pas que ça marche à chaque fois. On a aussi des constats chaque année où le monde du travail est trop anxiogène, trop compliqué. Donc il faudra peut-être passer par d'autres étapes où ce ne sera pas l'activité prioritaire. Donc on prend beaucoup de recul par rapport à tout ça. Nous, on répond à une demande d'un stagiaire qui souhaite avancer sur le tableau de l'insertion professionnelle, sociale et professionnelle. Donc voilà, on peut sortir des statistiques d'insertion, elles sont très très favorables, mais maintenant, moi, ce n'est pas forcément ça que je souhaite mettre en avant, c'est vraiment l'évolution de la personne.
parce que c'est très hétérogène hein, au niveau des profils, entre les aspects de communication, les aspects d'aptitude, etc. Ça a été évoqué, hein, tous les troubles associés, les 10, etc., ou de ce qu'on appelle aussi de comorbidité, hein, de la dépression qui est sous-jacente. Bref, c'est un métier passionnant. Marjorie a beaucoup travaillé aussi sur ce dispositif, ce gros vaisseau, là, le vaisseau passe-passe, mais, comment dirais-je, passionnant, exigeant. Voilà, beaucoup d'allers-retours, beaucoup de souplesse, de flex, comme on dit aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, mais richement. Voilà, j'ai été pionnier de ce dispositif avec mon collègue Julien Chassagne. J'en ai comment dirais-je, ressorti énormément de satisfaction, d'évolution, etc. Maintenant, je suis ravi de voir le travail se poursuivre et surtout ravi de voir que ce dispositif, l'UGCAM l'a pris en main au niveau national et a souhaité l'implanter dans différentes régions, à Montpellier, à Nantes, à Paris, etc. Donc ça, sincèrement, c'est une grande satisfaction que l'on a. Oui, c'est vrai que c'est un dispositif, vous l'avez dit, il est né il y a une 10 dizaine d'années. 10 ans, ouais. Voilà, et aujourd'hui, il commence vraiment à se retrouver partout au niveau national, porté par le réseau UGCAM. Oui, on en est fiers. Tout à fait. On peut, on peut, et puis c'est ça, ça répond aux besoins des personnes, des familles, etc. Oui. Donc c'est une belle lueur d'espoir pour toutes ces personnes. Et oui, je le redis, on en est fiers. Et après, si c'est porté par l'UGCAM, c'est super. Si c'est porté par d'autres institutions, d'autres groupes, ça l'est tout autant. Hein. Oui. Nous, on ne fait pas de... Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme je dis souvent, on sert la cause. Merci Germain. Du coup, je passe la parole à Tatiana parce que d'autres dispositifs existent. Et Tatiana, donc avec votre casquette, du coup, cette fois-ci de déléguée générale adjointe de la RML Île-de-France, pouvez-vous nous présenter l'offre ARIA et qui accompagne et repère et insère, du coup, les personnes autistes? Très bien. Alors, je commencerai par dire que le documentaire Hymne à l'inclusion a été une voie qui s'est ouverte. Une voie qui est assez inopinée parce que non prévue. Il n'y a pas de stratégie de se dire je vais créer un autre dispositif, etc. Les choses se sont finalement alignées avec une parfaite cohérence les unes avec les autres. Le documentaire témoigne, c'est possible. Les entreprises, vous pouvez les intégrer, les inclure, c'est possible. Et vient après assez rapidement la question de comment en faire. Comment en faire ? Quels sont les points de vigilance? Quels sont les points sur lesquels il faut vraiment apporter une attention particulière? Comment on sensibilise un collectif? Qu'est-ce qu'on doit dire, etc. Donc, on est rapidement finalement dans ce comment. Et donc, le comment interroge les outils. Et vous l'avez dit, avec la casquette donc de déléguée générale adjointe, eh bien, je représente le réseau des missions locales. Et c'est là que si les entreprises d'un côté commencent à être sensibilisées, encore faut-il que l'accompagnement des jeunes, parce que c'est le réseau que je représente aujourd'hui, les jeunes de 16 à 25 ans soient également accompagnés dans cette cohérence et dans cette compréhension en fait de leurs spécificités et de leurs besoins spécifiques. Je prendrai un exemple. Vous accompagnez au sein donc, des missions locales un jeune qui donc, est autiste et vous avez des lumières avec des néons, etc. qui, pour certains qui ont une hypersensibilité à la lumière, eh bien, verront les petits points qui scintillent à longueur de l'entretien. Donc naturellement, ça va parasiter l'entretien qui va finalement être compliqué et le message que le conseiller souhaite délivrer eh bien, aux jeunes ne passera pas simplement parce que la lumière est ouverte. Vous coupez la lumière, votre message va passer 100%. Donc encore faut-il le savoir. C'est un aménagement qui est très simple, qui est basique, mais il faut pouvoir le savoir. Et donc l'idée était de créer voilà, ce projet ARIA, donc pour accompagnement au repérage, à l'insertion des personnes autistes, pour le réseau des missions locales. Alors, sous quelle forme? Basiquement, des petites capsules vidéo donc, qui vont sensibiliser eh bien, les professionnels des missions locales pour pouvoir mieux accompagner et insérer, mais aussi, et on ne le pense pas suffisamment, repérer. Parce que les jeunes qui arrivent en mission locale, eh bien, certains ont déjà un diagnostic,
savent qu'ils sont autistes, mais ils ne vont pas forcément le dire d'entrée de jeu aux conseillers. Bien que l'honnêteté qui les caractérise, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, quand ils ont leur diagnostic, ils vont, dès les premiers instants de l'entretien, dire à la conseillère ou le conseiller « Bonjour, moi je suis autiste et je m'appelle ». Voilà, ça, des fois, c'est vrai qu'on le retrouve. Mais ce n'est pas forcément, je veux dire, la donnée qui est monnaie courante. Donc, si le jeune ne sait pas qu'il est autiste, eh bien, c'est tout le rôle finalement de ces conseillers et conseillères qui sont en première ligne et qui vont pouvoir repérer des choses, des particularités, sans pouvoir mettre un mot parce que ce n'est pas leur fonction, ce n'est pas leur métier de diagnostiquer. Mais ils vont pouvoir orienter utilement vers les bons professionnels qui, eux, vont pouvoir, eh bien, derrière, effectivement, faciliter la prise en compte des besoins spécifiques, etc. Donc, chemin faisant, si on veut apporter cette connaissance, fertiliser le réseau, il fallait un outil. Cet outil, c'est ARIA, donc, qui est composé d'une 50aine de capsules, 2 parcours, un parcours pour tous les conseillers, parce que ce qu'on a voulu faire, et là je reprendrai, je paraphraserai Joseph, qui dit qu'il faut pouvoir créer une culture du handicap. Et oui, parce que si le handicap est porté individuellement par une personne, eh bien, quid le jour où cette personne part? Eh bien, c'est toute la culture du handicap qui part avec elle. Et dans une société que l'on souhaite et que l'on espère être inclusive, eh bien, il faut que chacun soit un maillon inclusif. Et si l'agrégation de ces individualités qui constituent les structures missiolocales arrive à être inclusive, alors on va réussir à faire cette boule de neige qui va pouvoir rendre la société, on va dire, plus inclusive. Et donc, avec le trait d'union que constituent les entreprises. Car rien ne peut se faire sans les entreprises en bout de chaîne. Donc, le projet ARIA, voilà, c'est vraiment cette volonté de fertiliser, finalement, sensibiliser eh bien, le réseau des missiolocales. On arrive avec aussi une petite porte qui est celle de l'autisme, 1% de la population, peut-être ça correspond à 2 fois les Toulousains, je ne sais pas, mais 1% de la population, mais derrière, il y a cette prise en compte de la nécessité d'apporter un regard sur la question du handicap et faire de ce handicap, enfin de la question de ce handicap, pas quelque chose qui soit comme, on va dire, en silo, un sujet que l'on doit investiguer avec un périmètre très précis. Non, quelque chose qui doit être transversal, qui doit être interrogé, quels que soient les sujets que l'on aborde, quelles que soient les finalités que l'on peut poursuivre pour les jeunes, il faut que le handicap soit quelque chose qui soit pris en compte. Voilà. Et donc le projet ARIA a cette vocation, voilà, de pouvoir sensibiliser des structures, voilà, dans leur intégralité, pour que derrière, eh bien, le chemin de l'insertion soit facilité pour ces jeunes qui vont parfois se découvrir, on va dire, au long cours, hein, et qui parfois ont déjà la chance d'avoir cette reconnaissance, parce que souvent c'est quelque chose qui est vécu comme étant un soulagement, de se dire je sais pourquoi je suis différent, je sais pourquoi je suis en décalage, voilà, avec le reste des autres, et de ce fait ça apporte quand même une conscience de qui on est et de quelle valeur ajoutée on peut aussi apporter de par sa spécificité. Voilà, donc c'est un petit peu la vocation de ce projet, alors qui au départ est conçu pour les missions locales, mais dans son ADN tel qu'on l'a prévu, eh bien, a vocation à être donné à toutes les entreprises, tous les employeurs qui le souhaitent, dans un second temps. Et là, Bruno qui est avec nous, je tiens à le remercier tout particulièrement, car si l'idée, humblement, j'ai pu voilà, l'avoir, Bruno, tu as été la personne qui a en apporté sa voilure, voilà, et donc tu es mon partenaire voilà, pour le déploiement de ce projet au niveau du national, et j'espère de son envergure auprès de tous les employeurs, voilà, qui souhaiteront bénéficier de ces supports de sensibilisation. Et du coup, je passe, merci Tatiana, la parole à Bruno. Et justement, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux entreprises? Quel message vous souhaitez faire passer aujourd'hui aux autres entreprises? Alors, s'il y avait une question que je déteste habituellement dans les conférences, c'est est-ce que vous pouvez résumer en un mot et là, je l'ai le mot, mais je vais dire un peu plus. Le mot, c'est opportunité. Oui. Il y a 3 ans, quand je commence certaines conférences, je rappelle, il y a 3 ans, notre mission pour les entreprises inclusives, c'était de se préoccuper des publics fragiles.
c'est-à-dire les rendre travailler avec eux sur l'employabilité, leur trouver un emploi et qui soit durable. Le Covid est passé par là, et maintenant, un de notre travail, c'est de s'occuper des entreprises fragilisées par les métiers en tension. Et donc, on a une formidable opportunité de se dire, on a un vivier de personnes qui viennent de l'inclusion, et en face, on a des métiers en tension, et on n'arrive pas à les faire rejoindre. Donc, la première question, si je reprends les travails magnifiques des missions locales, parce que, bon, Tatiana l'a pas dit, c'est son monde, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est effectivement, on s'adresse à un public de 16 à 25 ans, mais hors formation, hors travail, voilà, ils n'ont rien, mais ils viennent toquer à la porte de la mission locale parce qu'ils veulent faire quelque chose. Et donc, vous savez, quand vous recevez un jeune et qui est bizarre, parce qu'en fait, il n'est pas diagnostiqué, lui-même ne le sait pas, et donc on va aider au repérage de ces personnes-là, non pas, on n'est pas des médecins, hein, mais voilà, pour les aider à leur intégration. Derrière, tout le travail qui est fait, il faut qu'il y ait des entreprises. Parce que si ils les mettent dans le droit chemin, puis qu'après, bon, voilà, ils sont à la mission locale, puis ils n'ont plus rien à faire, ça ne marche pas. Donc le message que j'ai à dire aux entreprises, et je le fais souvent sur LinkedIn, sur les métiers en tension, je dis, vous cherchez des bac plus 3 en informatique, ils n'existent pas. Donc allez dans les maisons familiales et rurales, allez prendre des alternances de bac pro. Vous ne trouvez personne dans la restauration collective, vous n'en trouvez pas, et ben vous avez les apprentis d'Auteuil, par exemple, qui sont là, formez-les, vous aurez des gens. Donc, immédiatement, vous n'aurez personne. Travaillez en amont, on va dans les collèges, on va dans les lycées pour susciter ça, et donc on va dans les missions locales. Donc, les entreprises. Vous ne plaignez pas que vous ne trouvez personne, travaillez en amont, la diversité est là. Donc, sur les personnes, en particulier du spectre autistique, proposer de l'immersion. L'immersion facilitée, ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être 3 semaines, pour qu'ils découvrent un travail, pour que vous puissiez commencer à regarder comment vous pouvez faire. L'orientation est très, très importante par rapport à ces personnes. Ensuite, vous avez l'alternance, vous avez des stages, et après, vous pouvez vous risquer, entre guillemets, pour ceux qui appréhendent, à un emploi durable en CDI. C'est une opportunité, voilà, le message, c'est allez-y. Mais en plus, même s'il n'y avait pas cette histoire de métier en tension, le nombre, comme le dit Joseph, d'anecdotes, elles sont incroyables. Aujourd'hui, ils ont un potentiel, ils ont un talent. Alors bien sûr, ça va du film hors norme à les séries sur les HPI ou les hauts potentiels, mais le spectre est large. Et surtout le milieu du spectre. Il y a tout un tas. Nous, Pierre, c'était un bac plus 2 ou un bac plus 3. Voilà. Il y a énormément de métiers qui peuvent assurer dans les métiers techniques, les métiers de l'administration, les métiers scientifiques. Donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Vous m'avez demandé un message aux entreprises. Allez toquer la porte des missions locales. Allez-y. Ils vous attendent. Proposez du mentorat, du tutorat et de l'immersion en entreprise. Allez toquer à la porte de Pôle emploi, de tous le service public de l'emploi, les écoles La Deuxième Chance, toutes ces associations qui travaillent au demeurant. Et vous verrez que le vivier de l'inclusion, dont les TSA, est magnifique et va vous permettre de combler votre manque de main-d'œuvre. Go, il faut y aller et il ne faut pas avoir peur. Merci Bruno, merci beaucoup. Et du coup, pour conclure, Joseph, pouvez-vous nous parler de la notion de normalité? On aimerait bien conclure sur cette notion-là. La question essentielle, c'est est-ce que les gens normaux existent? On a dans l'entreprise, mais aussi à l'école, une image un peu de l'être humain type. Mais l'être humain type n'existe pas. En économie, quand on est étudiant en première année d'économie, on apprend le paradigme de l'homo economicus. Mais je n'en ai jamais rencontré des comme ça. Voilà. L'être humain réel est fondamentalement pluriel. Et donc une entreprise, une société au sens à la fois entreprise et société au sens de groupe humain a besoin de penser, de prendre en compte cette pluralité-là. Alors nous devons pour ça surmonter un certain nombre de clichés, un certain nombre d'automatismes mentaux. Par exemple, nous avons un automatisme mental de juger de l'intelligence des gens en fonction de leur capacité à parler brillamment. Mais il y a des gens très intelligents
qui ne font pas un long bavardage fluide pendant 1 heure. Donc, pourtant, cette personne-là sait faire beaucoup de choses et pourra apprendre encore plus de choses. Voyez, je connais au moins un prix Nobel, un vrai prix Nobel. Si vous ne savez pas qu'il est prix Nobel et que vous êtes face à face avec lui, vous jureriez qu'il est déficient intellectuel. Voyez, donc, prendre conscience des capacités des gens, prendre conscience que ces capacités peuvent être bien supérieures à ce que l'on croyait. Prendre peut-être aussi conscience que les idées que l'on a sur les autres sont peut-être des idées un peu simplettes, et puis peut-être aussi accepter que l'être humain change au cours de sa vie. Si à l'âge de, par exemple, 18 ans, on n'a pas forcément telle ou telle compétence, mais peut-être qu'on l'aura à l'âge de 25 ans. Voyez, les personnes autistes ou non peuvent beaucoup changer, et quand on est en situation de handicap, je crois que la plus grande joie, c'est de faire mentir les pronostics. Voyez, quand dans votre enfance, un spécialiste disait « Ah, il ne saura jamais faire ça », eh bien c'est justement là, en général, que les personnes handicapées tendent à aller, ou espèrent aller. Voyez, donc faire mentir les pronostics, après tout, c'est la définition de la vie. Et donc, si les personnes handicapées nous aident à prendre conscience de ce que c'est que la vie, eh bien, on aura tout gagné. Voyez, donc, apprendre à surmonter ces clichés, ces croyances par rapport à l'autre, je crois que c'est non seulement la clé de la diversité, mais aussi tout simplement c'est la clé d'un épanouissement personnel partagé pour tout le monde. Je crois qu'une entreprise qui fonctionne correctement, où il y a une bonne ambiance de travail, c'est une entreprise où il y a toutes sortes de profils, où il y a des personnes handicapées, pourquoi pas, et avec des handicaps particulièrement lourds aussi. Voyez, j'en suis en tout cas convaincu. Faire société, ce n'est pas se regarder dans un miroir, c'est être avec d'autres personnes. Peut-être qu'on pourrait avoir cela en mémoire. Tout est possible, il ne reste qu'à nous de le faire. Merci Joseph, c'est très éclairant et effectivement nous souhaitons cette inclusion pour la société. On œuvre avec des petites graines un peu partout, on les voit, des dispositifs qui sont accompagnés au quotidien, des job coachs, des idées nouvelles, des entreprises comme Bruno Renard qui voilà, il pousse un coup de gueule et pour ça il se met dans l'action. Donc c'est ce qu'il va accompagner au fur et à mesure, on le voit, on a encore du chemin à parcourir dans la société française, mais on commence de plus en plus à en parler, et cette émission c'était aussi l'occasion pour nous de porter des messages au plus près de notre institution et aussi des membres du Club de développement durable et puis de toutes les personnes qui souhaitent nous suivre aussi sur les replays par la suite. Donc cette émission arrive à sa fin. Les beaux témoignages que nous avons écoutés, ils nous ont enrichis. Il ne reste plus qu'effectivement à ouvrir cette voie pour l'intégration des personnes ayant un trouble de l'autisme, en plus des offres passe-passe, je l'ai bien prononcé cette fois-ci, l'offre DE2A ainsi que l'offre ARIA. On a écouté Magali Fabre, responsable diversité chez GI, qui pointe le doigt sur l'importance de dépasser les stéréotypes. Et pour cela, il est aussi important de se former. Alors nous souhaitons rappeler que dans notre institution, nous pouvons bénéficier de modules de formation dans le cadre de l'Institut 4.10, mais aussi donc de formation à l'EN3S, plus spécifiquement pour le management inclusif. Et d'autres offres peuvent aussi être conçues sur mesure, bien évidemment. Donc, l'autisme au travail, ouvrons cette voie. Merci.